Donc pourquoi m'obliger, simplement parce que je suis né d'un père et d'un grand-père Cohen, m'obliger à, à me marier avec telle ou telle personne? Et comme chaque semaine, nous allons parler de la parachate à Shavua. Parachate est mort cette semaine et nous allons le faire avec le Rav Yonatan Seror. Rav Seror, bonjour. Bonjour Olivier. Rav à Tel Aviv, à la synagogue Toldot Yitzhak, et vous êtes aussi, on va le dire, Dayan, parce que c'est important, et surtout c'est important par rapport à ce que, au propos d'aujourd'hui, vous êtes Dayan au Bet Din Sharei Halacha u'Mishpat, et vous allez nous faire part d'un cas qui a un rapport justement avec cette paracha que nous allons lire ce Shabbat, la paracha est mort. Tout à fait. Alors, vous savez que le début de notre paracha nous parle de la spécificité qui s'appelle la Keuna. Qu'est-ce que c'est être Cohen? Eh bien, être Cohen, c'est être destiné à Kadosh Baruch Hu. C'est avoir en fait c'est un titre de noblesse qui, d'un côté, c'est un mérite, mais d'un autre côté, c'est également un devoir. Alors, quel est le devoir du Cohen? C'est premièrement de ne pas se rendre impur, ça tout le monde le sait. On ne peut pas entrer en contact avec un mort, etc. Et la deuxième chose, au niveau de la filiation, eh bien, on ne peut pas se marier avec une femme divorcée ou bien une femme qui a le statut de zona, comme c'est écrit, Isha zona vachalala loikahu, veisha gerusha meisha loikahu. Donc, le Cohen, de par sa spécificité, de par son titre de noblesse, eh bien, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il ne peut pas se marier ni avec une convertie, ni avec une femme divorcée. Et le problème, c'est parce que, juste pour une petite explication, la raison pour laquelle le Cohen ne peut pas se marier, donc soit avec une divorcée, soit avec une convertie, c'est parce que on réserve au Cohen, on veut les meilleures choses pour lui. Ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué ce que vous nous dites là. C'est vrai, tu fais très bien de le soulever, Olivier, mais c'est en fait que le Cohen, et justement, c'est ce que je voulais dire en deuxième partie, eh bien, le Cohen, il est totalement réservé à Dieu. Lui, son rôle, eh bien, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Il est le représentant de tout le peuple. Donc, automatiquement, il a un titre de noblesse. Les nobles, eh bien, attention, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas nobles, mais quelqu'un qui est noble, voilà, quelqu'un qui est noble, eh bien, il a quelque part, il y a des critères qui font qu'il ne peut pas se marier avec n'importe qui. D'accord. C'est un petit peu Léa-Ville, comme si on prenait le prince d'Angleterre. Eh bien, toute la cour d'Angleterre a eu du mal à savoir qu'il voulait se marier avec une fille qui n'était pas du royaume. Tout à fait. Donc c'est un peu. Voilà, donc ça c'est pour les conditions donc qui sont par rapport au Cohen. Et donc vous avez rencontré, je crois pas plus tard que ce matin, un cas assez difficile pour un rabbin. Oui, pour un dayan. Tout à fait. Tout à fait. Alors d'abord, ce que je voulais dire, c'est que très souvent, eh bien, à l'heure actuelle, il y a des gens qui disent oui, mais écoutez, moi j'ai rencontré une femme qui est divorcée, ou bien j'ai rencontré une femme qui s'est convertie, elle est sincère, c'est une véritable conversion, et je l'aime, je veux me marier avec cette fille. Et pourquoi la Torah est aussi cruelle? Elle n'est pas prête, ça peut paraître même parfois un petit peu archaïque, parce que le titre de noblesse, celui qui veut garder son titre de noblesse à la limite, mais celui qui veut le perdre, pourquoi il ne pourrait pas perdre son titre de noblesse? Donc pourquoi m'obliger, simplement parce que je suis né d'un père et d'un grand-père Cohen, m'obliger à me marier avec telle ou telle personne, à me marier avec telle personne et m'interdire de me marier avec une autre personne? Eh bien, à ce niveau-là, il faut comprendre que c'est un mérite. C'est un mérite. Imaginez-vous que demain, on reconstruise le Beth Amikdash. Eh bien, si jamais le Cohen, en tant qu'il a été disqualifié, tout ça pour une histoire d'amour, eh bien, quelque part, il n'a pas fait preuve de Emouna. Ouais. Il aurait dû avoir confiance.
Il aurait dû se dire, bon, ben, il y a quelqu'un qui m'a été prédestiné par Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle viendra. Et apparemment, si telle personne de qui je suis tombé amoureux est divorcée ou bien une convertie, eh bien, elle n'est pas faite C'est pour moi. difficile peut-être, c'est difficile pour des personnes qui vivent une histoire d'amour d'accepter ce genre de propos. Nahon, tout à fait. Mais justement, c'est parce qu'il faut penser aux générations antécédentes. Un Cohen, normalement, il est descendant de Aaron à Cohen. Et non seulement la filiation antécédente, elle prouve comme quoi normalement il descend de Aaron à Cohen, mais également pour les futures générations. C'est-à-dire que si jamais il décide de renoncer à son titre de Cohen, c'est pas si facile que ça, c'est pas du tout conseillé. Eh bien, quelque part, il va couper la lignée qui le rattache à Aaron à Cohen. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Kohanim ne sont pas tous des Kohanim Vadaï, ce ne sont pas des Kohanim. On n'est pas sûr que ce soit tous des Kohanim. Voilà, ce sont des Kohanim Becheskat Kohanim. À l'époque du Beth Amikdash, 100 ans après, regardez, c'est en rapport aussi avec Yom HaAtzmaut, après la destruction du Beth Amikdash, eh bien, on pouvait certifier qu'un Cohen, il était véritablement descendant de Aaron à Cohen parce que on s'était pas trop éloigné d'Israël, on était encore rattaché, on savait encore qui était Cohen exactement, qui ne l'était pas, mais une fois qu'on a été éparpillé aux quatre coins du monde et qu'on s'est mélangé aux nations, eh bien, c'est évident qu'il y a eu des mélanges. Ça serait se voiler la face de croire que il n'y a eu aucun mélange durant toute l'histoire du peuple d'Israël avec les autres nations. C'est évident. Et donc aujourd'hui, tous les Kohanim qu'on a, ils ne sont que ce qu'on appelle Becheskat Kohanim. C'est-à-dire qu'il y a une forte probabilité, il y a une présomption comme quoi ils sont Kohanim, mais... Ouais. Donc il y a une tendance peut-être aujourd'hui à la rabbanoute ou chez les rabbins d'être un peu plus, on va dire, flexible par rapport à ce genre de questions. Exact. Razak, Olivier, tu as été accepté à notre collège. Oui, faut peut-être pas exagérer, mais d'accord. Non, mais tu poses des bonnes questions dans l'ordre des choses. Exactement. C'est un petit peu là-dessus que il faut s'appuyer pour essayer d'être un petit peu plus flexible. C'est ce qu'a fait le Rav Ovadia Yosef. Le grand problème, c'est que justement, les décisionnaires ne veulent pas trop écrire de psakim, de décisions, parce qu'ils ont peur que si demain, ils commencent à écrire des autorisations pour les Kohanim de pouvoir perdre leur titre de Kohen, eh bien, automatiquement, ça va être la porte ouverte à tout. Et les gens, ça va inciter peut-être les gens à vouloir renoncer de facto à leur titre de Kohen. Et au final, eh bien, on n'aura plus de Kohanim. Donc, même ce statut de présomption de Kohen, il faut le préserver un maximum. Bien évidemment, ce sont les accidents de la galoute. Comme d'habitude, ce n'est pas les seuls accidents. Mais ici en Israël, Baruch Hashem, on revient en Israël. Et là, vraiment, j'ouvre une parenthèse pour dire à quel point on a une bénédiction d'avoir un État et d'avoir une rabbanoute rachite. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque vous êtes à l'étranger, vous allez faire, à l'époque, même jusqu'à présent, vous allez chez un rabbin, vous lui pleurez un petit peu, parfois, malheureusement, vous lui donnez de l'argent, et puis il vous fait un certificat de judaïté, il vous marie, il ne sait pas si la femme est déjà mariée, quel est son passé, etc. Ça, c'est impossible en Israël. En Israël, il y a 7 millions de personnes qui sont recensées auprès du ministère de l'Intérieur, le Misrad Apnim, ainsi que la Rabbanout Harashit. C'est-à-dire qu'on sait tout sur chaque personne. On sait qui est le père, qui est le grand-père, qui est la tante, qui est le fils, qui est le petit-fils. On ne peut pas tricher. Impossible. Tout est répertorié, tout est recensé dans les moindres détails. Et ça, c'est encore une bracha de la Rabbanout. La Rabbanout qui est sur le plan des mariages, des divorces, de la cacheroute, des enterrements. En France ou à l'étranger, la personne est enterrée, au bout de 50 ans, eh bien on la déterre, ou en Belgique, dans l'Europe, n'importe où. On la déterre parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est le cas du cimetière de Pantin. Et au bout de 40 ans, si vous n'avez pas renouvelé
votre droit de propriété sur l'endroit, eh bien, le cimetière de Pantin, il retire les corps, les ossements, il les jette à la fosse et c'est terminé. Ici, quand quelqu'un a été enterré dans la terre d'Israël, c'est pour l'éternité, entre guillemets, jusqu'à la résurrection des morts. Donc, à tous les niveaux, on a une rabbanoute. Et d'ailleurs, il y a un nouveau projet qui est d'essayer de regrouper en fait toutes les familles et toutes les personnes juives du monde entier qu'elles dépendent de la rabbanoute arachide d'Israël pour qu'on puisse vraiment savoir quel est le statut de chacun. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Très bien. Ça voilà l'institution qui gère en fait tout le peuple juif. Hein, c'est ce qu'on espère. L'institution d'État. Alors pour très rapidement, parce qu'on doit terminer, rapidement, le cas que vous avez rencontré vraiment ce matin, je crois, hein, en allant à la rabbanoute, justement. Donc le cas, dans ce cas-là, eh bien, il faut en quelque sorte essayer de constituer une décision. Donc c'est ce que je m'efforce de faire, d'écrire en fait un protocole dans lequel je vais prouver que il y a eu en quelque sorte un problème déjà au niveau du titre de Cohen des parents, donc de la maman, et pour dire qu'en fait la maman a en quelque sorte provoqué que son mari ait perdu son titre de Cohen et donc automatiquement les enfants ne sont pas des vrais Kohanim et à partir du moment où ils ne sont pas des vrais Kohanim, eh bien ils peuvent dans ce cas-là se marier ou avec une divorcée ou avec une convertie. Attention, quand on parle de convertie, ne vous embrouillez pas. C'est simplement la personne qui s'est convertie, mais l'enfant de la femme qui s'est convertie est totalement autorisé au Cohen. Donc c'est juste une génération. On n'est pas si fanatique que ça. Juste pour terminer, dernière question pour ces personnes justement à qui on trouve des solutions. Si demain ou dans quelques heures le Beth Amikdash est reconstruit, ils n'auront pas le droit de servir au Beth Amikdash alors, si je comprends bien. Exactement. Ils perdent leur titre, mais... C'est-à-dire ils peuvent pas le regagner d'une façon ou d'une autre. Non, c'est terminé. Ils ont coupé court avec tous leurs ascendants. Et bien évidemment, leurs descendants ne seront plus Kohanim. Voilà. Mais attention, pour annuler le titre de Cohen, on le fait par exemple dans un cas où un Cohen, s'est déjà marié avec une convertie ou avec une femme divorcée, qu'il a eu des enfants. Alors là, dans ce cas-là, on essaye vraiment de chercher. Mais quelqu'un qui est amoureux d'une femme, il est Cohen, il est amoureux d'une divorcée ou d'une convertie, on va pas aussi facilement lui faire perdre son titre de Cohen. Okay. Et on lui fermera toutes les portes. On lui dira, monsieur, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de vous séparer de cette femme. Très bien. C'est sur un pied le thème de la paracha. Le thème de la paracha. Merci en tout cas beaucoup, Rav Seror, d'avoir été avec nous ce matin. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.